Très bien, bonjour à tous. On va démarrer. Donc, nous sommes le 25 mai, comme vous le savez. Le RGPD, c'est aujourd'hui la mise en application du règlement général de protection des données personnelles. Je suis accompagné pour co-animer ce webinaire de Marine Broglie, fondatrice et présidente de DPO Consulting, qui d'ailleurs présentera pendant 30 minutes les différentes actions à mener dans le cadre du RGPD et puis bien d'autres choses. Sur ce webinaire, je prendrai la parole au bout de 30 minutes pour présenter DocuWare préparamétré pour le RGPD. Et je reprendrai également rapidement les différentes fonctionnalités qui sont impactées pour la mise en place du RGPD. Cela va durer environ 1h10. Ce webinaire sera enregistré et diffusé sur notre chaîne YouTube. Quoi d'autre? Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite par un sondage. J'avais l'idée de mettre en place un sondage que vous allez pouvoir répondre directement en ligne. Donc, je lance le sondage maintenant. Donc, êtes-vous prêt pour le RGPD? Oui, non, ne sais pas. Donc, vous avez 1 minute pour répondre. Et puis, je vais afficher en direct les résultats. Et ensuite, j'ai une deuxième question. 72% voté, 74%. Allez, 91%. Moi, personnellement, je vois les résultats en direct et je vais vous les afficher dès que tout le monde aura répondu, ou presque tout le monde. Je partage les résultats avec vous. 39% oui, prêt pour le RGPD, super. 31% non, 29% ne sait pas. Bah, écoutez, pour moi, c'est un bon score. Marine pourra également commenter ce Je score. suis un peu étonnée je suis effectivement, bonjour à tous, je suis un petit peu étonnée par ce résultat. Par le ne sais pas, je ne suis pas étonnée, par le non non plus, mais en revanche, par les 39% de oui, je pense que ce serait intéressant à la fin du webinaire de reposer la question pour voir si les notes ont changé, parce que vu le nombre de choses qu'il y a à mettre en œuvre, je ne suis pas sûre que vous soyez 100% prêt pour le RGPD, ou peut-être 100% psychologiquement prêt pour le RGPD. Alors, je vous propose un deuxième, sondage très rapide. Avez-vous mis en place un plan d'action? Et puis là, on va pouvoir corroborer, Marine, sur le RGPD. Avez-vous mis un plan d'action dans votre entreprise pour être compliance RGPD? Donc oui, non, ne sais pas. Il y a beaucoup de oui. Alors, c'est un début de plan d'action peut-être pour certains, peut-être qu'il n'est pas finalisé. On a peut-être aussi dans l'assistance pas mal de sociétés d'une certaine taille qui ont peut-être été déjà sensibilisées, donc ce serait plutôt une bonne nouvelle. Très bien, je vais fermer. On attend encore 2-3 secondes. Les gens finissent de voter. Très bien, je ferme et je partage avec vous. Donc 39% oui, donc c'est un petit peu plus qu'être prêt. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis en place des plans d'action mais qui ne sont pas complètement prêts. 33% non et 27% ne sait pas. Marine, un petit commentaire?
Ça me semble beaucoup plus réaliste, effectivement. Je pense que les 39% de prêts qu'on a eu juste avant sont plutôt liés à j'ai mis en place un plan d'action, qu'à je suis totalement conforme au RGPD. Ça, je pense que c'est effectivement le cas. Et c'est une très bonne chose, puisqu'effectivement, la CNIL, et notamment Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, a déjà et a rappelé à plusieurs reprises que des sanctions ne seraient pas appliquées dès le 25 mai 2018, dès lors que l'entreprise était en mesure de démontrer qu'elle avait initié des actions sur le sujet. Parfait. Voilà pour le sondage. C'était avoir une petite idée et vous mettre tout de suite dans l'ambiance du webinaire. Je vais tout de suite passer la main à Marine qui va, comme je le disais, faire une première introduction, une première présentation des plans d'action et autres mesures à mettre en place. Je crois que j'ai souvenir de quelque chose qu'on appelle les 7 principes clés. Voilà, Marine, normalement, vous avez la main. Non, pas encore. Pas encore. Si, normalement, vous n'avez plus qu'à accepter, il me semble. Alors, il faut que je masque le sondage peut-être d'abord. Est-ce que là, c'est... Vous avez la petite... Voilà, on voit votre écran. Super. Alors, effectivement, challenge à relever, 30 minutes pour présenter un texte qui fait plus de 200 pages, qui contient 99 articles et sur lequel l'ensemble des entreprises travaillent depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Donc, effectivement, c'est un petit challenge. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui de façon assez rapide, j'ai envie de vous dire, c'est d'abord le contexte législatif, dans quoi ça s'inscrit, ce règlement général sur la protection des données, les définitions clés, histoire qu'on soit certain de parler le même langage, les principaux acteurs, avoir une idée de qui est censé faire quoi dans ce nouveau monde post-RGPD, les principes clés à respecter, les fameux 7 principes directeurs qui existent depuis très longtemps, comme vous allez le voir, une ébauche de plan d'action, c'est-à-dire comment essayer de se mettre en conformité avec le RGPD et une petite présentation de notre méthode qui peut peut-être vous aider. Donc, d'un point de vue contexte législatif, pour rappel, la loi informatique et liberté existe en France depuis le 6 janvier 1978. Elle est née d'une affaire dite Safari, qui était en fait une surveillance massive, enfin une proposition de surveillance massive des citoyens en France. Et cette loi a évolué. Elle a évolué avec l'avènement du web dans les années 90, Internet existant depuis très longtemps, mais le web tel qu'on le connaît aujourd'hui avec l'ensemble des emails qui parcourent la planète et le fait de pouvoir se connecter à une autre personne à chaque moment existe finalement depuis le début des années 90. Et donc une directive a été adoptée au niveau européen en 95, qui a donné lieu à une adaptation de la loi française en 2004, avec ensuite en 2016, pour anticiper le règlement général sur la protection des données, une loi pour une république numérique. C'est cette loi qui va déterminer notamment toutes les conditions relatives au droit à la mort numérique sur Internet. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de profils existent sur Internet et notamment sur Facebook de gens qui sont notamment décédés. Donc, c'est pas très joyeux en ce 25 mai, mais pour autant, c'est quand même une énorme avancée. Le règlement général sur la protection des données, il faut savoir qu'il a été en négociation entre 2012 et 2016. C'est très long, 4 ans. Ça n'est pas pour rien. Les entreprises, notamment les GAFA et même les GAFAMI, pour aller un petit peu plus loin, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft maintenant et IBM et évidemment Apple, ont fait un lobbying extrêmement puissant afin d'éviter que cette réglementation entre en vigueur. Et en fait, le règlement a été voté le 16 avril 2016, il a été publié au JO et il est entré en vigueur en mai 2016. Et aujourd'hui, il ne fait qu'entrer en application puisqu'il laissait aux entreprises 2 ans pour se mettre en conformité. Alors pourquoi ce règlement général sur la protection des données? Déjà parce qu'on est sur une problématique globale. Aujourd'hui, on a une multiplication assez sensible et on a notamment les affaires Ashley Madison dont vous avez peut-être entendu parler, plus récemment Cambridge Analytica, soit sur des pertes de données en raison d'un manque de sécurité sur le système d'information des entreprises, ou à défaut sur un manque total de transparence dans l'utilisation qui est faite des données personnelles et comment elles sont partagées au sein de l'ensemble des structures. Donc, il y a parallèlement à ça, on avait une absolue méconnaissance par l'ensemble des citoyens de la réglementation applicable et de ce qui pouvait être fait
par leurs données à caractère personnel et aussi une absence de réalisation de ce que ça signifie, c'est-à-dire quelles sont les traces que je laisse sur Internet, quelles sont les conséquences potentielles de ces traces que je laisse sur Internet et comment, évidemment, faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc, l'objectif du RGPD, c'est un petit peu comme si j'essayais de refaire une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais sur un monde totalement virtuel et dématérialisé. L'autre objectif était évidemment d'obtenir un cadre juridique unifié dans la gestion et la conservation des données personnelles au sein des pays de l'Union européenne. Malheureusement, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, dans la mesure où aujourd'hui, il y a 56 points du règlement général sur la protection des données qui vont devoir nécessiter une adaptation locale. Un des exemples les plus frappants est la date de l'âge de la minorité numérique qui en France sera de 15 ans mais qui pourra être au UK de 16 ans et en Allemagne de 13 ans. On ne sait pas, ça va dépendre de la validation. Donc ça, pour le UK, on le sait depuis hier. Et pour la France, le projet de loi qui a été validé en début de ce mois, nous permet de dire qu'on sera bien à 15 ans pour l'âge de la minorité numérique et sur lequel on devra demander notamment un consentement des parents. Donc, évidemment, hein, l'objectif c'était de protéger les citoyens ou également d'améliorer les droits de l'ensemble des citoyens avec notamment la création de plusieurs nouveaux droits. On va y revenir un petit peu plus en détail. Il était aussi, et c'est pas anodin, l'objectif était aussi de faire des économies assez importantes au niveau des autorités administratives indépendantes, dans la mesure où aujourd'hui, vous n'aurez plus à faire de déclaration et donc toutes les formalités administratives qui étaient gérées par les autorités de protection reposent désormais sur la tête des entreprises. Donc, c'est une économie qui a été chiffrée à plus de 3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les principaux changements apportés par le RGPD? Donc, il y en a quelques-uns. On a pris ceux qui sont les plus importants, puisqu'évidemment, on ne peut pas tout voir en 30 minutes. Pour autant, on va essayer de vous dépeindre une vision un petit peu globale. Donc, déjà, le premier point dont vous avez tous entendu probablement parler, c'est ce fameux DPO, ou Délégué à la protection des données personnelles en français. Donc, qui est un changement par rapport au correspondant informatique et liberté, le SIL, qui existait jusqu'à maintenant. Donc, le SIL, sous l'égide de la loi française, avait la possibilité d'être désigné sur la base d'un volontariat. Donc, les entreprises choisissaient ou non. Là, désormais, on va avoir des obligations assez strictes et notamment, le DPO devra être nommé dans toutes les entreprises qui traitent des données à caractère personnel sensibles ou à grande échelle et évidemment également pour toutes les entreprises, enfin pour tout le secteur public, pour tous les organismes du secteur public. Il a aussi des prérogatives renforcées dans son rôle de conseil et de sensibilisation. On va y revenir un petit peu en détaillant l'ensemble des acteurs. Ensuite, un élément qui est assez capital, c'est ce qu'on appelle le principe de responsabilisation. En français, c'est pas très joli. En anglais, c'est peut-être un peu plus parlant. C'est le principe dit d'accountability. Donc, ce principe est simple. Hein. Ce que ça signifie, c'est que je renverse la charge de la preuve. Jusqu'à maintenant, nous avions en droit français un principe général qui veut que vous êtes présumé innocent dès lors qu'on n'a pas encore réussi à prouver que vous êtes coupable. Avec ce principe de accountability et dans le cadre de la protection des données personnelles, dorénavant, vous allez être en charge de montrer à tout moment votre conformité à la réglementation. Donc, on inverse la charge de la preuve. On partira du principe que vous n'êtes pas conforme. C'est donc à vous de démontrer votre conformité. Cette inversion de la charge de la preuve a un impact assez important au sein de la structure parce que ça veut dire qu'il va falloir tout documenter. Documenter et tout prouver. Donc, garder les traces de l'ensemble des consentements, évidemment, garder les traces de toutes les réponses que vous auriez pu faire aux demandes des personnes concernées, mais également conserver par écrit l'ensemble des procédures qui vous permettent de répondre à toutes les obligations du règlement général sur la protection des données. Donc, en termes de procédure, vous allez avoir typiquement une procédure liée à la gestion des demandes des personnes concernées, une procédure pour la gestion des failles de sécurité et qu'on va présenter tout de suite puisque vous avez cette grande nouveauté en France qui n'en est pas une typiquement aux États-Unis, qui existe depuis très longtemps, c'est que vous devrez pouvoir
notifier une violation de vos données à caractère personnel dans les 72 heures à compter de la découverte auprès de l'autorité de protection des données. Et si jamais le traitement en question de données que vous faisiez présentait un risque fort pour la vie privée des personnes concernées, vous devrez aussi notifier les personnes concernées, à savoir vos consommateurs, vos clients ou vos salariés. Autre élément, et c'est un point assez capital, ce sont les fameuses analyses d'impact ou études d'impact sur la vie privée, Privacy Impact Assessment, qui sont rendues obligatoires. Donc déjà pour tous les traitements qui traitent des données à caractère sensible, mais également aussi pour tous les traitements de données à caractère personnel qui présentent un risque important sur la vie privée des personnes concernées. Donc concrètement, pour faire ça, parce que là on rentre un peu dans quelque chose d'un peu moins concret, l'analyse d'impact sur la vie privée se fait dans une analyse finalement préalable de risque. Donc, il faut vous poser la question à chaque fois que vous allez traiter des données personnelles de vos clients ou de vos salariés, quel serait le risque sur la vie privée des personnes dont je traite les données, tant d'un point de vue physique que psychologique et que matériel, c'est-à-dire économique et financier notamment, dès lors que les données à caractère personnel seraient soit altérées, soit divulguées de façon non autorisée, soit indisponibles, c'est-à-dire que vous n'y avez plus accès. Je vous donne un exemple, je n'ai plus accès aux données qui me permettent d'établir la paye, quel est l'impact sur mes salariés vont ne pas être, soit la donnée est altérée et effectivement, là pour le coup, la paye est erronée, ça a un impact fort d'un point de vue économique et financier, potentiellement aussi d'un point de vue moral. En revanche, si je reprends ce même exemple et qu'on est sur une donnée indisponible, bon là, très clairement, concrètement, je ne peux pas calculer la paye. L'impact est considérable puisque je vais payer en retard mon collaborateur et que derrière, il ne pourra peut-être pas payer son loyer avec tout ce que ça peut entraîner. Un autre exemple qui peut être aussi parlant, et je pense que c'est vraiment capital que vous compreniez ce changement de prisme, puisque c'est vraiment un changement de réflexion qui accompagne aussi ce qu'on appelle le privacy by design, donc la conception de tous vos projets en mode je prends en compte la protection des données à caractère personnel dans la conception de ces projets. Donc, un autre exemple qui est tout aussi parlant, c'est celui, pour le coup, d'un objet connecté que vous pourriez avoir, notamment les bracelets pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes âgées. Si la donnée est altérée alors que la personne, on parle d'une donnée qui n'est pas a priori sensible, hein, puisque ce sera l'adresse de résidence du patient, enfin de la personne qui porte le bracelet connecté. Si jamais la donnée est altérée, par définition, je ne vais pas pouvoir aller la chercher quand elle va cliquer sur le bracelet puisqu'elle a eu un accident. Je ne vais pas pouvoir aller la chercher et donc l'impact physique pour cette personne est particulièrement important puisque ça pourrait aller jusqu'à entraîner des difficultés très graves physiques pour cette personne. Ensuite, si vous prenez la même donnée personnelle, à savoir l'adresse de résidence du patient, on travaille sur une autre finalité. Mettons, je commande un iPhone sur Amazon. Eh bien, typiquement, je ne reçois pas mon iPhone. Je vais être très contrariée, donc j'ai un léger impact moral, mais je n'ai pas d'impact physique. J'ai aussi un impact financier puisque j'aurais perdu un peu plus de 1200 euros, ce qui aura tendance effectivement à me contrarier. Mais en revanche, globalement, l'impact sera beaucoup moins important. Donc, il faudra vraiment réfléchir à cet impact potentiel, tant du point de vue de la donnée elle-même que du point de vue de la finalité, c'est-à-dire de l'objectif pour lequel vous allez traiter les données personnelles. Autre élément, donc je vous en ai un petit peu parlé, ce privacy by design, c'est la prise en compte dès la conception de vos projets. Pour ça, il va falloir prendre en compte non seulement cette analyse que je viens de vous lister, de vous présenter, mais également les principes clés du règlement général sur la protection des données qu'on détaillera un petit peu plus tard. Autre point, et qui a fait, là pour le coup, le grand plaisir de tous les médias récemment, c'est le montant des sanctions qui effectivement change radicalement puisqu'elles sont désormais calculées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. On parle du chiffre d'affaires mondial consolidé, donc ça peut très bien être une filiale qui a fauté. La sanction sera calculée sur le chiffre d'affaires mondial consolidé de l'entreprise et elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ces sanctions, comme je le disais, seront effectivement appliquées dès le 25 mai. Donc pour ça, il faut qu'il y ait eu un contrôle. Donc en réalité, ça veut dire qu'il va y avoir des contrôles à partir du 25 mai 2018 et que vous entendrez parler des sanctions plutôt au mois de novembre. Ces sanctions-là, ce sera vraiment pour les entreprises qui ne sont pas
en mesure de démontrer qu'elles ont initié un certain nombre d'efforts et qu'elles ne se préoccupent absolument pas du sujet, donc typiquement sur les entreprises qui font preuve de mauvaise foi. En revanche, vous avez d'autres sanctions qui sont, de mon point de vue, beaucoup plus importantes. Vous avez des sanctions business, puisque par définition, vous avez dû recevoir de la part de vos donneurs d'ordre ou de vos clients des demandes de vous conformer au RGPD et de prouver cette conformité, puisque ce sont des responsables de traitement. Et si vous n'y répondez pas, typiquement, vous êtes sorti de l'appel d'offres, ce qui est un petit peu problématique. Et puis, vous avez d'autres, évidemment, des sanctions de risque réputationnel, puisque la CNIL est en mesure, dans le cadre des sanctions qu'elle prononce, de faire afficher sur votre site Internet la sanction. Et puis, parallèlement à ça, je vous rappelle que le responsable de traitement, c'est celui qui est responsable pénalement. Et effectivement, vous pourrez avoir des sanctions pénales aussi, qui sont, de mon point de vue, tout aussi importantes. Le champ d'application du RGPD, rapidement, il s'applique à la fois aux entreprises qui sont situées sur le sol, sur le territoire de l'Union européenne, ou si elles proposent des services ou des biens à des consommateurs européens. Donc, quand on dit elles proposent des services ou des biens à des consommateurs européens, on va prendre ce qu'on appelle un faisceau d'indices, à savoir, est-ce que mon site Internet permet de payer en euros? Est-ce qu'il est traduit dans plusieurs langues de l'Union européenne? Si c'est le cas, alors même que je suis situé en dehors de l'Union européenne, j'ai l'obligation de me conformer au règlement européen. Même si ce n'est pas le cas, mais que je réalise un profilage de consommateurs au sein de l'Union européenne, je suis également soumis au RGPD. Et quatrième hypothèse, évidemment, je suis le sous-traitant qui traite des données pour le compte d'une entreprise qui est dans l'un des 3 cas de figure ci-dessous. Alors, ensuite, donc, quelques définitions clés pour être sûr, je pense que ça va répondre à quelques-unes des questions, puisque notamment, on avait une question qui était, est-ce qu'on peut indiquer si les traitements papier qui ne sont pas censés être numérisés et qui servent juste d'archives sont concernés par le RGPD? La réponse est oui. Une donnée à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Soit, alors directement nom, prénom, évidemment. Indirectement, ça va être effectivement un matricule de salarié, une adresse IP. Il existe des catégories particulières de données qui sont notamment vraiment là pour le coup sensibles parce qu'elles vont présenter un impact fort sur la vie privée des personnes concernées dès lors qu'elles seraient divulguées ou altérées. Ce sont notamment le cas des données de santé, de l'orientation sexuelle, des données relatives aux condamnations pénales, aux infractions, les opinions syndicales, philosophiques, religieuses, les données génétiques et à caractère biométrique. Par principe, le traitement de ces données est interdit sans le consentement des personnes intéressées. Alors, il existe quelques exceptions. Vous imaginez bien qu'un hôpital public ne va pas vous demander votre consentement avant de prendre vos informations dans le cadre, enfin dans l'hypothèse où il essaierait de vous sauver la vie. Ce qui est à peu près l'objectif d'un hôpital. Alors, la deuxième question qu'on a est de la même manière. Alors, je vais peut-être rester juste donc, sur cette question de traitement. On parle de traitement, c'est les opérations qui sont effectuées sur les données personnelles. Donc, les types d'opérations, ce sont notamment la consultation, le fait d'accéder à une donnée. Donc, quand bien même je ne vais pas la mouliner, mais j'y ai simplement accès, on appelle ça un traitement de données à caractère personnel. Le transfert aussi, et notamment à l'étranger. Les personnes concernées, vous m'avez entendu dire ce mot depuis le début de ce webinaire, ce sont effectivement toutes les personnes dont vous traitez les données. Donc, ça peut être des salariés, des clients, des prospects, des patients, des fournisseurs, y compris vos fournisseurs sont concernés puisque vous avez la plupart du temps leur nom et prénom. Ce n'est pas parce que la donnée est publique sur LinkedIn qu'elle n'est pas une donnée à caractère personnel. Ce système-là existe aux États-Unis. En France, en revanche, et d'ailleurs dans toute l'Union européenne, dès lors, peu importe que la donnée soit accessible publiquement ou pas, elle est soumise au régime du RGPD si c'est une donnée à caractère personnel. Donc oui, les fichiers sont effectivement concernés. Alors oui aussi, et c'est une autre question, les collectivités mairies sont-elles concernées par le RGPD? Je vous le confirme, elles sont même effectivement en première ligne. La raison pour laquelle aujourd'hui elles ne se sont pas prises forcément du sujet, c'est tout simplement parce que le projet de loi qui est en cours de discussion prévoit des sanctions pour les collectivités locales et que le Conseil d'État a fait une saisine sur ce projet de loi. Enfin, les sénateurs ont fait une saisine auprès du Conseil constitutionnel, pour vérifier la validité
de cette nouvelle réglementation. Leur objectif étant évidemment de faire en sorte que les collectivités territoriales ne soient pas soumises à des sanctions financières, ce qui peut se discuter. Nous avions une dernière question qui était DPO signification. Donc DPO, c'est pour Data Privacy Officer ou délégué à la protection des données personnelles en français. Donc les principaux acteurs, vous avez évidemment le DPO. Donc ce DPO, c'est le chef d'orchestre de la conformité au RGPD. Ce chef d'orchestre, c'est important à noter, il est rattaché au plus haut, il reporte au plus haut niveau de l'entreprise. Ça ressemble un petit peu à ce que vous pourriez connaître avec un commissaire aux comptes, avec un CAC. Il est totalement indépendant dans le cadre de ses missions, il ne doit recevoir aucune instruction. C'est assez particulier. Vous pouvez l'internaliser, donc là, il faudra bien le choisir tout en évitant les conflits d'intérêts. Un DSI ne peut pas être DPO puisqu'il décide des moyens du traitement, il décide de la façon dont on va traiter les données. Un directeur juridique, c'est effectivement compliqué aussi puisqu'il serait amené à défendre son employeur dans le cadre d'un contentieux. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vraiment quelqu'un de spécifique sur le sujet. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est celui qui détermine la finalité, donc l'objectif pour lequel je vais traiter les données et les moyens pour lesquels je vais traiter les données. En pratique, c'est toujours l'entreprise qui est représentée légalement par une personne, le mandataire social qui figure sur le CABIS. C'est donc lui qui sera responsable pénalement si jamais il y avait une infraction, puisque tout ce qu'on se raconte sur le RGPD est également applicable dans le cadre du code pénal. Le sous-traitant, c'est celui qui va agir sur instruction du responsable de traitement. Donc, ses responsabilités sont largement modifiées dans le cadre du RGPD, puisque désormais, il est tout aussi responsable d'un point de vue pénal et puis d'ailleurs d'un point de vue responsabilité civile également, il est tout aussi responsable que le responsable de traitement. Donc, il sera impératif de vraiment bien organiser vos relations contractuelles entre vos sous-traitants ou vous, si vous êtes sous-traitant, de telle sorte que la responsabilité de chacun soit bien délimitée sur qui reçoit les informations des personnes concernées, qui va supprimer effectivement les données, sous combien de temps, comment une demande d'un consommateur pourra lui être remontée. C'est vraiment capital. Donc, j'en ai déjà parlé. Le DPO, quand est-ce qu'il est obligatoire? Si le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, donc notamment les collectivités locales, si les activités de base du traitement du responsable de traitement, exige un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées. Donc, on est sur un suivi régulier et systématique et surtout à grande échelle des personnes concernées. Grande échelle n'est pas clairement définie, mais on estime qu'au-delà de 800 000 utilisateurs ou personnes, enfin 800 000 individus, on est sur un traitement à grande échelle. Cela étant, ça devra également s'analyser au regard de la population globalement concernée. Et également, lorsque les activités de base de l'entreprise consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données, donc celles que j'ai mentionnées en amont. Donc, ces missions, informer et conseiller le responsable de traitement. Il n'est absolument pas responsable de quoi que ce soit. C'est toujours le responsable de traitement qui est responsable. Contrôler le respect du règlement et coopérer avec l'autorité de contrôle et les personnes concernées, c'est-à-dire être le point de contact. Donc, il doit également bénéficier d'une protection suffisante. Alors, les grands principes à respecter, c'est ceux dont je vous ai parlé. C'est là où il va falloir, c'est un petit peu votre base. Si vous avez compris ces 7 principes du RGPD, vous avez compris l'ensemble du règlement. Le premier principe, c'est la collecte loyale et licite des données. Par définition, je ne dois pas collecter des données à caractère personnel sans que la personne en soit informée à son insu et notamment via du phishing, par exemple, ou ce type de moyens. Licite, ça veut dire que j'ai aussi, et c'est le pendant du deuxième principe, qui est la finalité déterminée, explicite et légitime. Donc, une finalité déterminée, ça veut dire je sais exactement pourquoi je vais traiter des données à caractère personnel. Donc, je ne peux pas aspirer de la donnée sans savoir ce que je vais en faire. Il est impératif que je sache exactement ce que je vais en faire. Doit aussi, la finalité, être explicite. Ça veut dire que je dois, en toute transparence, informer les personnes concernées. Vous avez dû recevoir des tonnes d'emails
depuis ces derniers jours sur des modifications de politique de confidentialité. Le RGPD renforce les informations et accentue les informations que vous allez devoir transmettre aux personnes concernées. Et donc, c'est un peu l'objectif de toutes ces nouvelles politiques de confidentialité. Mais comme vous le voyez, ce n'est qu'une petite, ça c'est une paille dans le RGPD. Ensuite, elles doivent être évidemment légitimes. Ça veut dire que vous ne devez pas traiter des données pour quelque chose qui serait complètement illicite et notamment sans le consentement d'une personne. Donc là, vous avez des différentes bases de traitement, c'est-à-dire que vous devez choisir est-ce que pour cette finalité-là, j'ai besoin du consentement de la personne concernée. Ça n'est pas toujours le cas. Parfois, vous pouvez vous passer de son consentement dès lors que les données sont strictement nécessaires à l'exécution d'une prestation ou d'un contrat. Je vous donne un exemple. J'achète un produit en ligne pour lui demander si la personne est contente ou non de son produit. Vous allez devoir lui envoyer un mail. Pour cela, vous n'avez pas besoin de son consentement. Donc ça, c'est assez important à noter. Vous n'avez pas non plus besoin de son consentement dans le cadre de la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes concernées, évidemment. Il y a quelques exemples de ce point de vue-là. La proportionnalité, c'est important. On l'appelle aussi, vous avez peut-être entendu parler de ce mot-là, du principe de minimisation. Donc en fait, je ne dois collecter que les données qui sont strictement nécessaires à la réalisation de ma finalité. Exemple, je fais un recrutement, je ne vais pas demander les noms, prénoms des enfants ni l'âge des enfants à la personne dans le cadre d'un entretien d'embauche. Ça n'a aucun rapport avec le poste proposé, ça n'est absolument pas nécessaire à la finalité pour laquelle je traite les données, donc je n'ai pas le droit de lui demander. Ensuite, vous avez un autre principe qui est la durée limitée de conservation des données. Ici, on parle en fait de je dois conserver les données uniquement pendant la période nécessaire à la réalisation de ma finalité. Exemple encore, je prends à dessein des exemples qui sont davantage liés aux salariés, puisque j'imagine que ça vous concerne tous, alors que vous êtes peut-être pour certains en B2B et d'autres en B2C, alors que pour les salariés, c'est sûr que ça vous concernera tous. Donc sur la durée limitée de conservation, exemple, je demande un certain nombre d'informations à mon collaborateur pour établir sa paye et notamment des durées de badgeage. Donc les heures de badgeage, typiquement j'en ai besoin le mois de la paye, pendant 2-3 mois après pour si éventuellement j'avais un souci et une régularisation à faire. En revanche, ensuite, je n'en ai plus besoin. Donc vous pouvez pousser à 12 mois, mais a priori, je n'en ai plus besoin ensuite, donc je supprime les données. Idem pour un CV, j'ai des personnes qui ont postulé, 1 an après qu'elles aient postulé, voire 2 ans maximum, je n'ai plus besoin de ces données-là, je supprime. Ensuite, vous avez un principe de sécurité et confidentialité des données. Donc là, je dois être en mesure de garantir l'intégrité et la sécurité des données. Dans le RGPD, c'est comment dirais-je, c'est présenté de façon aussi générique que ça et à dessein, puisque l'état de l'art est modifié assez régulièrement et que vous avez des tentatives de plus en plus sophistiquées d'intrusion dans des systèmes d'information et que si on devenait un petit peu trop technique, il faudrait modifier la réglementation tous les jours. Donc, on a quelque chose d'assez générique. Respect du droit des personnes, par définition, vous avez un certain nombre de nouveaux droits, notamment le droit à la portabilité. Tous les autres existent depuis très longtemps. Donc, je dois être en mesure de garantir que la personne peut s'opposer à un traitement, qu'elle peut modifier ses données, qu'elle peut y avoir accès et elle peut aussi avoir le droit à un oubli. C'est le droit à l'oubli qui est donc consacré. Et dans ce droit à l'oubli, on est sur quelque chose de je n'ai plus du tout l'information concernant ce collaborateur ou ce client. Pour autant, vous avez la possibilité de vous opposer, notamment si une obligation légale vous impose de conserver ces données ou si vous en avez besoin dans le cadre de la prévention d'un contentieux. Il faudra juste faire attention à qui a accès à ces données et limiter au maximum l'accès à ces données. Les données sensibles, par définition, sont interdites, sauf exception, mais nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de rentrer davantage dans le détail. Donc, comment se mettre en conformité avec le RGPD? Premier point. Il va falloir évidemment désigner un pilote. Idéalement, ça va être le DPO. En réalité, il faut avoir en tête que le RGPD, avec tout ce que je viens de vous dire, j'ai quand même des modifications de procédures internes d'un point de vue RH, j'ai des modifications de procédures internes d'un point de vue marketing, je vais aussi avoir des modifications dans le cadre de mes relations clients. Juridiquement et contractuellement, j'ai donc tous mes contrats à renégocier puisque j'ai désormais l'obligation d'avoir un contrat entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Donc, je vais avoir l'ensemble du personnel de l'entreprise qui va être concerné par le sujet.
ou à tout le moins les directions que je viens de vous lister. Donc, du coup, pour faire ça, il me faut un pilote sur le projet. Idéalement, c'est le DPO. Si ça n'est pas le cas, il faut vraiment que ce soit un genre de conglomérat DSI, marketing, juridique, obligatoirement. Et puis, évidemment, quelqu'un du métier, c'est mieux. Deuxième étape, cartographier vos données. Donc, listez toutes les données pour lesquelles vous les traitez, toutes les finalités pour lesquelles vous traitez les données et les merger, enfin, c'est-à-dire les croiser avec les applications, toutes les applications et bases de données sur lesquelles vous traitez ces données-là. Évidemment, les transferts à ORE et lister tous vos sous-traitants. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur chaque finalité déterminer l'impact potentiel sur la vie privée des personnes concernées, donc faire l'exercice que je vous ai donné en amont. Et en fonction, plus le risque sera élevé, plus il sera nécessaire de restreindre les accès, de vous assurer que les durées de conservation sont extrêmement limitées, et ça va vous permettre, c'est l'objet du 3, d'identifier les actions et de les prioriser. C'est-à-dire de vous dire, je vais d'abord mettre en place des systèmes de sécurité plutôt sur ces applications-là, puisqu'elles portent tel et tel traitement de données et telle donnée. Gérer les risques, donc mener des pré-analyses de risques, ça si c'est nécessaire, et si nécessaire, mener les études d'impact sur la vie privée par la suite. Organiser l'entreprise, donc là, il va falloir mettre en place tous les processus internes, évidemment communiquer un maximum et documenter la conformité. Évidemment, vos risques initiaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% des contrôles de la CNIL sont diligentés suite à des plaintes. Donc, bien sûr que votre priorité va être les consommateurs. En revanche, au-delà de ça, vos salariés sont également concernés et il sera nécessaire aussi de vous en préoccuper. Donc, les principales actions à réaliser, donc piloter l'ensemble des actions, donc ça c'est pour l'équipe RGPD, piloter l'ensemble des actions de mise en conformité, conseiller et accompagner les autres départements dans la mise en conformité, contribuer à la rédaction des différents process. D'un point de vue marketing, s'assurer, et c'est un peu votre priorité, que les droits des personnes concernées sont pris en compte, être en capacité à tracer à tout moment le consentement, s'assurer que les données clients sont régulièrement mises à jour, et d'un point de vue SI, intégrer techniquement les exigences du RGPD, donc c'est des suppressions automatiques, donc ça nécessite du développement informatique. Si vous ne pouvez pas mettre en place des systèmes de purge manuels, donc ça veut dire une personne qui va aller supprimer à la mano toutes les données, mettre en place aussi des systèmes d'archivage, de traçabilité, de gestion des accès et rédiger toutes les procédures SI en fonction. Sur la partie RH, isoler évidemment les bases RH, assurer les mesures de sécurité, donc finito le fichier Excel avec l'ensemble des salaires ou l'âge des personnes de vos salariés envoyé par mail à l'un, à l'autre, un coup à la compta et je ne sais où, et procéder à des recrutements conformes RGPD. C'est important parce que ça peut même être assez positif d'un point de vue communication tant interne qu'externe. Donc, juste rapidement, notre société, nous avons été créés en 2015. On intervient à la fois sur des programmes de mise en conformité dans le pilotage au quotidien, puisque nous sommes aussi DPO externes pour les entreprises qui le souhaitent. On est une entreprise dans laquelle vous avez finalement des juristes, des avocats, des ingénieurs informatiques, des chefs de projet. Donc, vous avez toutes les compétences, des experts du risk management aussi, toutes les compétences au sein d'une seule et même structure pour vous accompagner sur le sujet. On accompagne des entreprises de toute taille et de tout secteur sur le sujet. Et voilà, alors j'avais une dernière question qui était quelle est votre position par rapport au Cloud Act qui vient d'être voté aux USA et qui pourrait mettre à mal les principes clés du RGPD? Alors, il ne mettra pas à mal les principes clés du RGPD. Le Cloud Act, pour rappeler peut-être à l'ensemble de quoi on parle, c'est un genre de décret qui a été validé par le président Trump aux États-Unis et qui impose notamment aux entreprises américaines situées sur le territoire de l'Union européenne de transmettre leurs données les données qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'une atteinte potentielle grave à la sécurité intérieure des USA. Donc, en gros, l'idée, c'est que la NSA puisse continuer à recevoir des informations de Microsoft ou Facebook, même quand bien même Microsoft a déplacé ses serveurs en France. La réalité, c'est que là, c'est un vrai bras de fer politique. Donc, ça n'empêchera pas ni les autorités de protection des données de prononcer des sanctions. Après, l'applicabilité de ces sanctions sera sujette à discussion,
mais et la discussion principalement politique, mais évidemment, les sanctions restent applicables et seront applicables. Ça ne met pas à mal les principes du RGPD. Et voilà, j'en ai fini de mon côté. Très bien, merci Marine. C'est vrai que 30 minutes, c'est peu sur une présentation qui normalement dure 1 heure, si je me rappelle bien. De toute façon, les nombreuses personnes présentes dans l'Assemblée pourront tout à fait reprendre contact avec vous ou avec Adrien, qui est votre directeur commercial. Alors, je reprends la main et on va passer à la deuxième partie du webinaire, qui était le lien avec l'outil DocuWare, l'outil JED, dont certains sont déjà utilisateurs parmi l'Assemblée. Et je commence par un premier sujet qui est en fait le principe d'accountability, c'est de pouvoir conserver l'ensemble des documents et démontrer que vous avez tout mis en place pour être compatible RGPD. Les procédures internes, les différents registres sur les traitements qui sont à inventorier, les registres sous les sous-traitants, également les différentes demandes des personnes qui ont souhaité faire une demande de le droit à l'oubli, la portabilité, différentes choses que je vais aborder un petit peu dans la démonstration, la gestion des contrats, des consentements, etc. Donc, beaucoup de choses à stocker dans la GED, à protéger. On peut créer des armoires spécifiques sur chacun de ces sujets. Le premier point, moi, ce qui m'a semblé important, et on le verra dans la démonstration, c'est de parler tout de suite de sécurité et de confidentialité des données. Donc, on verra dans DocuWare, et beaucoup le savent déjà, on a une gestion extrêmement fine, à la fois sur les droits fonctionnels. Je ne peux pas importer, je ne peux pas extraire, imprimer, etc. Et également, bien sûr, sur les documents, je rappelle que c'est à l'index près. Si sur un document, vous n'avez pas le droit de voir les contrats, vous ne verrez pas les contrats. La traçabilité, je rappelle aussi qu'on a des rapports d'audit, de la journalisation qui permettent de tracer tout ce qui est fait dans DocuWare. La gestion des périodes de rétention sur les documents pour une purge automatique, ça a été dit tout à l'heure, c'est une fonction standard de DocuWare. Évidemment, la purge et le cryptage, pour ceux qui sont en cloud, c'est en standard. Pour ceux qui sont sur des solutions on-premise, à ce moment-là, c'est une option, comme certains d'entre vous le savent. Petit rappel également, c'est que la GED, son intérêt premier, c'est de maîtriser l'ensemble des flux d'informations en entrée, avec tous les modes de capture que vous connaissez, depuis le formulaire web, le mail, les connecteurs pour Office, les documents scannés, etc. Je vais pas reprendre toutes les fonctionnalités. Et puis, à l'autre bout, c'est toute la maîtrise de l'accès à l'information depuis votre ERP, votre navigateur web, votre mobile, etc. À droite, vous avez sur le slide, ici, le menu, la version 7 qui sort dans peu de temps, fin mai, début juin, avec, comme vous pouvez le voir, les rapports d'audit maintenant qui sont directement intégrés dans la configuration, toute la traçabilité du système, et puis vous voyez sur stockage de documents également la petite poubelle avec la politique de suppression que je viens d'aborder à l'instant. Dernier sujet, donc sur la démonstration, j'ai prévu également des choses un peu plus pragmatiques en appuyant sur 2 modules que vous connaissez, que sont DocuWare Forms et le Workflow Manager. Vous risquez de recevoir peut-être aujourd'hui dans vos entreprises des demandes d'informations qui vont vous demander de corriger des informations, peut-être des dossiers salariés à renvoyer au salarié ou à sa nouvelle entreprise, la portabilité, le droit à l'oubli, etc. Et également, quelque chose qui nous semble être important, c'est de pouvoir demander, en tant que responsable de traitement à l'ensemble de vos sous-traitants, dans quelle mesure eux-mêmes sont compatibles RGPD. Et pour cela, on a prévu des formulaires avec des processus qui permettent au final, de conserver ces informations qui ont été remplies par les sous-traitants, de pouvoir éventuellement apporter des notes ou des classements par rapport à ces personnes. Voilà, donc ça, c'était la partie théorique. Alors, petite parenthèse, dans Documents à distribuer,
vous pouvez voir, il y a j'ai placé tout à l'heure deux documents. Un qui s'appelle Prêt pour le RGPD, qui vous permet d'avoir des idées, des conseils, toute une suite de mesures à prendre pour le RGPD. Ça reprend un peu, évidemment, ce qu'a expliqué Marine. Et puis, un livre blanc complètement dédié à DocuWare en tant que j'aide pour vous aider à être compatible RGPD. Voilà, donc ça, vous pouvez les télécharger à tout moment. Marine peut éventuellement glisser sa présentation et je ferai de même dans un instant. Nous passons maintenant à la démonstration, donc mettre en musique un petit peu tout ce qu'on se dit depuis maintenant presque 45 minutes. Donc, je suis sur une société que beaucoup connaissent, qui s'appelle Peter Engineering, qui fabrique des montagnes russes, et je suis sur le profil de Monsieur Sanders qui reçoit un mail de son client préféré, Flying Tom, et donc va devoir conserver ce document dans la GED. Et bien sûr, vous verrez le protéger. Donc ici, on va juste affecter le projet. Comme vous pouvez le voir, le document est catégorisé dans client correspondance. Et donc, je stocke ce document. Voilà. Alors, j'aurais pu, dans le paramétrage, comme vous le savez, l'effacer automatiquement. Donc, ce qui permet que tous ces documents ne traînent plus dans les messageries email. Ça, c'est un défi. C'est pas toujours évident. On va ouvrir DocuWare et on va aller faire une recherche sur le dossier Flying Tom. Et là, comme vous pouvez le voir, plusieurs choses. Donc, on retrouve 3 documents dans ce dossier. On voit le mail qui vient d'être classé dans la GED, dans le dossier du client. Et on voit également une date de document et une date de rétention qui a été calculée automatiquement. Donc ça, il y a plusieurs façons de gérer les dates de rétention. Et l'idée, c'est évidemment de purger l'ensemble de ces documents en fin de cycle. Et pour ça, petite astuce, on s'est appuyé sur une armoire de classification où on a pris l'ensemble des documents en fonction de la catégorie et classé par type. On a mis tout simplement la durée de rétention et DocuWare a calculé automatiquement la période de rétention. Voilà. Bon. C'est une méthode, il y en a d'autres. Il y a également le module standard qui permet de faire également de la purge automatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Petite chose sur les données personnelles. Si vous avez besoin d'anonymiser des documents, d'accord, vous pouvez, avec DocuWare, gérer des calques comme ça pour cacher les documents, les enregistrer. Et comme il y a des droits sur ces calques, on peut tout à fait avoir des documents et pour autant ne pas montrer l'ensemble des informations sur ces documents. Donc ça, petite chose. Autre chose, comme vous pouvez le voir ici, dans la liste de résultats, je vois à la fois contact et email et j'ai pas forcément envie d'afficher toutes ces informations pour l'ensemble des utilisateurs. Et donc, on va voir comment, chez Monsieur Winner, autre personnage bien connu dans la société Peter Engineering. On va regarder, lui, sa vue sur le dossier Flying Tom. Donc, on appelle tous les documents du dossier Flying Tom. Et là, comme vous pouvez le voir, la liste de résultats a changé. On ne peut absolument pas voir le nom, prénom, email sur le document. Je peux afficher le document et par la gestion des droits, je peux lui interdire de visualiser ces informations. Troisième personnage que vous connaissez, Monsieur Stone. Alors, Monsieur Stone, lui, vous allez voir, on a même prévu encore plus dur pour lui. Il appelle les dossiers Flying Tom. D'accord? Et quand il clique dessus, le système lui dit, écoutez, vous ne disposez pas des droits pour afficher le document. Et pourtant, il peut voir que ces documents existent. Alors, il y aura une quatrième personne qui pourrait arriver, et là, qui ne voit rien du tout, comme vous le savez. Et ça, c'est ce qu'on fait généralement dans les jets, c'est que les gens ne sont même pas au courant que les documents existent. Voilà, donc ça, pour moi, sécurité, droit d'accès, protection de la donnée dans DocuWare, c'est extrêmement important. Marine le disait tout à l'heure,
terminer les fichiers Excel avec les clients et les salariés dans les répertoires Windows. Je rappelle que les répertoires Windows, c'est tout ce qu'il y a de plus anti-RGPD, hein, puisque les droits d'accès, c'est compliqué, il n'y a pas de traçabilité, on fait traîner n'importe quel document, et l'information n'est absolument ni organisée ni structurée. Je prends un deuxième exemple maintenant. Je vais devoir aller sur... On va passer à un autre cas d'école. Je vais chez l'administrateur cette fois-ci. Enfin, monsieur, on va l'appeler monsieur admin, il n'a pas de nom. Et monsieur admin, je suis sur son email. Alors, l'idée de ce deuxième cas d'application, c'est Flying Tom, donc un des clients importants de Peter Engineering, qui demande des informations sur les types de documents traités dans le système d'information de Peter Engineering. Donc, que va faire notre ami Thomas Rain, hein, qu'on connaît? Il va envoyer un mail à l'entreprise et lui dire « Demande d'informations liées au RGPD ». Alors, pour aller plus vite, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher le mail que j'ai déjà rédigé. Hop, copier. Bonjour monsieur, nous sommes clients depuis 10 ans. Dans le cadre des nouvelles dispositions, nous aimerions être informés du type d'information que vous gérez dans votre SI concernant votre société. Bien cordialement, Thomas Rain. Le mail est parti. D'accord. Donc ça va déclencher un workflow. On va aller voir un petit peu tout à l'heure évidemment le workflow. Et chose moi qui me semble extrêmement importante dans le cadre du service à apporter aux clients, c'est évidemment, pardon, j'ai oublié une chose. C'est qu'en fait ce mail est reçu par admin, d'accord? Et donc je vais le stocker ici dans une règle de gestion qui s'appelle demande RGPD. Donc je clique dessus et c'est ça qui déclenche le workflow, d'accord? Voilà. Donc, je n'ai pas révisé complètement ma démonstration. Thomas Rain. Voilà, donc en fait, je stocke ce document dans la GED. C'est lui qui va provoquer un workflow et qui va déclencher de suite. Ça nous semblait être important quand on a travaillé avec DPO Consulting sur ce jeu d'essai. C'est de pouvoir de suite renvoyer un mail à Flying Tom et lui dire monsieur Thomas Rain, monsieur Flying Tom, nous accusons réception de votre demande concernant vos données personnelles. Notre DPO a commencé les investigations et vous fera un retour dans un délai de 30 jours. Donc, je rappelle que ce type de demande peut arriver à partir d'aujourd'hui. Soyez prêts, peut-être même que dans votre boîte aux lettres, il y a déjà des demandes d'informations ou d'autres choses comme la portabilité, le droit à l'oubli et autres. Ça devrait arriver surtout dans les sociétés qui font du B2C, je pense. On va maintenant passer au workflow. Donc, qui est le DPO dans l'entreprise Peter Engineering? Je vous le donne en 1000. Pour ceux qui connaissent, c'est Madame Cash. Et donc, elle a reçu automatiquement dans sa liste de tâches la demande de Monsieur Thomas Rain qui lui explique. Et donc, elle va traiter la donnée. Traiter la demande, pardon. Donc ici, on a mis un petit lien dans le workflow, hein, pour ceux qui connaissent la fonctionnalité. Et directement, sans perdre une seconde, on va aller tout de suite vérifier les informations qui concernent Thomas Rain dans le dossier. On voit qu'on traite quand même le contact et l'email qui sont des données personnelles. Donc, on va effectivement passer au traitement suivant. Alors, je vais juste me reconnecter en tant que cache. Et je vais traiter la demande. Donc, ce sont des informations personnelles identifiées, des PII, je ne sais pas si c'est le terme exact. Et là, on a toute une liste, on va dire, ben oui, absolument, on traite des données personnelles pour vous, monsieur
Flying Tom, Thomas Rain. On traite des emails et des noms et des prénoms et on va cliquer sur confirmer. Et là, j'ai terminé le processus, hein, j'ai pris quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce que reçoit comme mail monsieur Thomas Rain? Eh bien, il reçoit un mail pour lui dire, suite à notre investigation, voici la liste des informations identifiables personnelles que nous gérons dans notre SI, à savoir email, nom, prénom. Voilà, donc ça c'était cas de figure un peu simplifié, mais ça montre aussi que dans DocuWare, on va pouvoir gérer des workflows de suivi, des demandes extérieures. Et d'ailleurs, le sujet suivant, c'est un salarié qui fait une demande de portabilité. Donc, on va. Donc là, sur votre site internet, vous mettez à disposition des formulaires. Voilà. Donc là, j'ai un formulaire de demande d'information. Et donc, en tant que monsieur Simon Stone, voilà, donc Simon.Stone, donc c'est un salarié qui est parti de Peter Engineering et qui fait une demande de transfert de données. Merci de me transférer à lui ou à sa société mon dossier de paye avec tous les éléments qui peuvent être tous les éléments du dossier de paye. Bon, petite signature éventuellement. Alors avec ma souris, c'est pas simple. Alors savoir que les formulaires DocuWare sont responsives, donc vous pouvez tout à fait y accéder via un mobile. Vous connaissez la suite. Le DPO va recevoir, donc là je vais fermer ceci. Je vais retourner. Ben, je vais tout fermer et je vais réouvrir DocuWare. Donc c'est le DPO qui va recevoir directement. Donc le DPO, c'est Madame Cash. Voilà. Donc c'est une demande. Cette fois-ci, on retrouve, vous voyez, directement. Donc on stocke le formulaire. Ça déclenche un workflow et l'objet de la demande, merci de me transférer mon dossier de paye. Je vois que c'est Simon Stone. Et donc là, je vais avoir un autre type de processus. Je vais faire une recherche dans la base, comme tout à l'heure, d'accord, avant de le transférer à la RH, c'est un petit peu l'idée. Donc, comme tout à l'heure, je fais une petite requête sur mon dossier, dans mon armoire RH, Simon, et je vais regarder un petit peu les éléments qui sont présents. Donc, j'ai 2 payes et j'ai un entretien individuel et j'ai reçu même le formulaire qui est stocké dans son dossier, qui est sa demande de transfert d'informations. À partir de là, pour les transferts d'informations, il y a plusieurs manières pour la portabilité de transférer ces informations. Une que j'aime bien, c'est celle-ci. Je sélectionne les documents, je fais envoyer la liste de résultats, ça ouvre automatiquement Outlook, et là, je peux taper son mail, lui envoyer ça, et il y a un lien direct vers l'information, sachant que tout cela est sécurisé et que je vais devoir au préalable envoyer à cette personne un login et un mot de passe pour une durée maximum d'une journée, par exemple, et en cliquant sur le lien, il va s'identifier et récupérer ces informations. Il y a d'autres manières de faire ça. Il y a une fonctionnalité que peu connaissent dans DocuWare. Je vais en parler tout de suite. C'est le DocuWare Request, qui peut être une autre manière de transférer de la donnée. Donc là, à condition d'avoir le droit, évidemment, de toucher à ces informations. Donc, si je prends le dossier ici, Simon Stone, je peux tout à fait utiliser, là, en cliquant à droite, faire ce qu'on appelle un DocuWare Request. Je rappelle qu'il faut être autorisé pour utiliser cette fonctionnalité. Ça peut être manuel ou automatique. Ça sert surtout pour les auditeurs qui partent avec ou des techniciens ou d'autres qui partent avec l'ensemble de leur dossier directement sur leur PC parce qu'ils ne pourront pas se connecter à DocuWare à distance. Donc là, par exemple, transfert dossier de paye.
On va convertir tout ça en PDF, inclure ou pas la notation. On va enlever les recherches plein texte, enlever tout ce qui est workflow, et on va passer directement à l'exécution. Voilà, donc c'est juste un export. Alors, docuWare Request fonctionne également en import. Vous pouvez être sur un site externe, intégrer dans docuWare Request des documents et ensuite les importer dans docuWare, donc avec une synchronisation relativement basique. Donc là, je vais télécharger sur mon bureau le zip. Donc on zip ces informations. On retrouve ici, donc ça avec un WeTransfer par exemple, ou des outils, vous allez pouvoir communiquer le dossier. Alors l'intérêt de communiquer ce dossier dans cet état-là, c'est que vous allez voir, on embarque un mini docuWare. D'accord? Donc là, j'appelle docuWare Request. Et ça va permettre à la personne d'accéder. Elle est dans docuWare, donc ici, ça dans un docuWare délocalisé. Donc, elle peut dire, moi, je veux tous les documents Stone. Et là, vous voyez, on retrouve et on peut ouvrir directement les documents concernés. Là, il n'y en a pas. Donc, il faut cliquer sur le bon document. Voilà. Donc, vous voyez, Performance Review, entretien individuel. Voilà, donc là, c'est une manière de faire. Et il y en a une dernière. Là encore, il faut être autorisé. C'est l'utilisation des répertoires Windows virtuels. Donc, si vous avez accès à ces informations, vous rentrez ici sur l'armoire RH, vous prenez le dossier de Stone et vous pouvez ici le copier-coller. Évidemment, il faudra faire très attention. Une fois qu'il est transféré, eh ben, vous effacez ces données. Voilà. Quatrième cas d'école, 10h33. Moi, j'ai envie de dire que je suis dans les temps. Dernier cas d'école, c'est quelque chose qui nous semble aussi assez important. Marine pourra en toucher un mot éventuellement. C'est la gestion des sous-traitants. Donc, c'est tout simplement, par exemple, d'envoyer à l'ensemble de vos sous-traitants en automatique depuis docuWare, tout à fait faisable avec la fonction envoi email par le workflow, d'envoyer ce formulaire à vos sous-traitants suite à contrat, suite à commande, ou tout simplement à l'ensemble des sous-traitants que vous pouvez avoir. Là, par exemple, j'ai un sous-traitant qui s'appelle MailHome. D'accord? Donc, on peut lui demander, si vous ne le connaissez pas, évidemment, lui demander des informations sur sa société, ses filiales, son numéro de RCS, son capital. La personne s'appelle Peter Strom, ici, et c'est une prestation marketing. Et là, première question, la question qui fait mal, allez-vous gérer, puis on pourrait le faire au présent, est-ce que vous gérez les données personnelles dans le cadre de la prestation? Donc ici, oui, non, et donc j'envoie directement, je clique, voilà, j'envoie directement le formulaire à docuWare en tant que MailHome. Automatiquement, on a déclenché, donc vous voyez, Peter Strom, on a déclenché, parce qu'il a répondu oui, un deuxième questionnaire, d'accord, pour lui demander quand même des informations un peu plus fournies. Donc, cher fournisseur, vous êtes amené à traiter des données personnelles dans le cadre de votre mission. Merci de saisir le formulaire suivant. Donc, je clique. Et là, c'est reparti. Alors, je n'ai pas terminé le formulaire, et puis je dirais que ça, c'est tout le savoir-faire de DPO qui nous a aidés sur les questions. Bah, c'est voilà, tout simplement, avez-vous un registre des traitements, etc. Oui, non. Donnez une note de 1 à 10, donnez le nom du DPO, là c'est Madame Martin, par exemple. Voilà. Et toutes ces informations peuvent être récupérées dans docuWare, et puis au final, vous envoyez, et ça peut déclencher évidemment d'autres workflows au sein de docuWare. Et puis, ce que je voulais vous montrer, ça va assez vite. Toc. Je vais retourner. Là, j'ai ouvert beaucoup de fenêtres. Hop. On repart du début.
c'est que dans l'armoire, j'ai créé une armoire, évidemment, d'évaluation des sous-traitants, les formulaires sous-traitants, les questionnaires sous-traitants. Et là, je peux les rechercher et retrouver absolument toute l'information. Et je rappelle également que toutes ces informations saisies, je peux les récupérer dans des champs de la base de données DocuWare. Voilà, il y a des questions qui sont arrivées pendant que je faisais ma démonstration. Des commentaires, c'est un peu long votre question. Alors, moi j'aime bien cette question là. Y a-t-il une version packagée de DocuWare RGPD? Pas pour l'instant, mais comme vous le savez, pour certains d'entre vous, nous avons une stratégie chez DocuWare de mettre en place des préconfigurations pour les nouveaux clients, voire même les anciens. C'est quelque chose qui, en France, sera mis en place à la fin de l'année. Et mon idée, c'est, si c'est pas trop tard, mais je pense que beaucoup d'entreprises ne seront pas prêts et peut-être vont nous attendre, c'est de proposer un pré-packagé sur du RGPD. Et là-dessus, j'ai envie de dire que je travaillerai bien avec DPO Consulting pour nous aider sur le sujet. Voilà, sachant que vous pouvez dès à présent faire appel à nos équipes pour paramétrer, vous aider à mettre en place ce RGPD et bien sûr et surtout faire appel à DPO qui a une expertise beaucoup plus fine que la nôtre sur la mise en place, les actions en fonction évidemment de votre contexte. J'en ai terminé. Marine, le mot de la fin si vous le souhaitez. Alors peut-être avant le mot de la fin, merci en tout cas pour ces gentils compliments. Avant le mot de la fin, je vois qu'il reste une dernière question qui avait trait à la certification DPO. Et effectivement, la CNIL a lancé une consultation sur la certification. Et ceux qui ont aujourd'hui passé des certifications, je vous enjoins quand même. Comment vous dire? En réalité, la seule certification qui soit aujourd'hui officiellement reconnue, c'est celle d'Europrise. On sait qu'aujourd'hui, ISO a été mandaté par la CNIL pour travailler sur un certain nombre de référentiels et de certifications. Pour autant, on n'a pas encore aujourd'hui ces certifications, donc je vous déconseille d'aller vous faire certifier par des marchands plus ou moins comment dirais-je, honnête sur le sujet. Aujourd'hui, les seules qui soient vraiment reconnues, c'est celle d'Europrice. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Le mot de la fin, c'est, je pense que ce règlement européen, alors déjà ne paniquez pas, il y a pas mal de choses à faire, mais vous avez le temps de le faire. Et puis, deuxième élément, je pense que ce règlement européen apportera beaucoup déjà dans la prise de conscience de vous en tant que personne, hein, et puis aussi de vous en tant que personne au sein d'une structure et de la façon dont vous aimeriez que vos propres données personnelles soient traitées. Voilà. Très bien. Écoutez, on va se quitter. Merci à tous. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous, avec DPO, avec DocuWare, pour vous aider, vous accompagner dans la mise en place du RGPD. Très bonne journée à tous. Je rappelle que l'enregistrement sera bientôt en ligne sur notre chaîne YouTube DocuWare. Voilà. Très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.